Alain Diribarne, directeur de recherche au CNRS, vous avez été au CEREP, vous avez été au PIRTEM, vous avez été au LEST, voilà, ça c'est du name dropping, c'est pour dire des laboratoires de recherche qui, dans le monde des sciences sociales, ont compté, le CEREP existe encore, je ne sais plus, toujours, donc qui compte toujours. Et plus récemment, Maison des sciences de l'homme, vous avez beaucoup travaillé sur la compétitivité. Et vous êtes maintenant connu, alors, et je dis ça pas pour flatter Alain, mais vous êtes maintenant connu pour être un petit peu le sociologue des espaces de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez des tendances, à la fois des stratégies d'entreprise, qu'est-ce que vous constatez d'une prise en compte de cette dimension, alors, structurante, essentielle, évidente de l'organisation du travail, mais qui ne débouche pas nécessairement sur des modèles, sur une martingale qui permettrait de dire dans tel cas, il y a tel aménagement à tel endroit, et dans tel autre, il y a tel aménagement à tel endroit. Le phénomène, le sujet est beaucoup plus complexe, mais en cause de la culture, mais en cause de l'histoire, mais en cause des métiers, les distances. À vous, avec dans cette habitude que nous avons et ce concept que nous développons, un temps, allez-y tranquillement, on aura le temps du débat derrière. Moi, effectivement, ma base, je suis économiste et sociologue du travail. Et ma préoccupation a toujours été de comprendre ce qui faisait la compétitivité des entreprises ou l'efficacité des organisations productives. J'ai toujours travaillé en comparaison internationale, c'est-à-dire en essayant de voir non seulement ce qui se passait en France, mais ce qui passait dans d'autres pays partout dans le globe. Et j'ai toujours travaillé sur une logique d'évolution dans le temps. Donc, quand je vous présenterai mes propos, je vous les présenterai en disant l'espace de travail, c'est une rencontre entre deux dynamiques. Une dynamique qu'on appelle dans notre jargon le paradigmatique de l'organisation, au sens général des entreprises, publiques, privées, tout ce que l'on voudra, et une dynamique de construction sociétale, ou si vous voulez, une dynamique de la construction sociale française. On est en France, et donc c'est bien cette question qui est posée. Ensuite, si on prend le titre que vous aviez donné, qui était, je l'ai oublié déjà, dis-moi quel est ton bureau et je te dirai qui est ton management. J'aurais envie de dire, dis-moi qui est ton management et je te dirai qui est ton bureau. Et de même, dans la présentation, il a dit la structure spatiale influence la structure mentale. Et j'ai envie de dire, et la structure mentale influence la structure spatiale, si on a fait un peu d'anthropologie dans notre jeunesse. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, on est un très joli exemple de problème systémique. C'est-à-dire, vous avez plein de dimensions qui sont en interdépendance les unes avec les autres. Vous avez la dimension de l'organisation productive, l'organisation du travail, la dimension d'évolution des technologies, la dimension des modèles de gestion économique, les références économiques, la dimension de la gestion des ressources humaines et la dimension des, entre guillemets, les travailleurs et les travailleuses, mais ce n'est pas chez vous qu'on disait ça, c'était dans l'autre centrale à des époques anciennes. Donc c'est cet ensemble-là qui est un ensemble en même temps qui a sa trajectoire, chaque dimension a sa trajectoire propre, et chaque dimension interagit avec les autres. Vous voyez en gros le foutoir en quelque sorte que ça représente en termes de possibilité de à la fois comprendre les uns et les unes et les autres et agir. Alors je reviens à ce que vous avez dit, qui est l'exercice dans lequel je suis non plus économiste et sociologue du travail académique CNRS, mais j'ai eu la faiblesse d'accepter d'être responsable du comité scientifique de cette structure que vous avez qualifiée qui est Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au bureau, qui a effectivement une originalité, c'est qu'il est entièrement financé par de l'argent privé, qui est la fédération professionnelle
des producteurs de meubles de bureau et un certain nombre de... Donc c'est payé par une cotisation, c'est pris sur une cotisation de professionnels, et puis en plus quelques entreprises qui cofinancent. Donc ça, il n'y a aucune structure support. Simplement, c'est rien, du point de vue juridique. Tout ce que nous faisons est un bien public. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est à la disposition de tout le monde. Et donc, si vous allez sur le site d'Actineo, vous trouvez tout ce que l'on a fait. Aussi bien en analyse qualitative qu'en analyse quantitative. Pourquoi nous sommes passés de l'analyse qualitative à l'analyse quantitative? C'est qu'il n'y avait pas de statistiques. L'appareil statistique français ne permettait absolument pas de regarder les mises en relation des dimensions que j'ai évoquées. Il y avait des gens qui travaillaient sur le travail, des gens qui travaillaient sur le bâti, mais l'interaction entre les uns et les autres n'existait pas. Nous avons été voir l'INSEE, qui nous a dit ce n'est pas notre problème, en point de vue production de connaissances statistiques, ce n'est pas notre problème. Bon, nous avons été voir la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail. DARES nous a répondu, c'est peut-être intéressant, mais pour nous, c'est l'épaisseur du trait, n'importe comment, on n'a pas d'argent. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Et donc, nous avons commencé à monter une enquête qui est unique en France, parce qu'elle est représentative des actifs au travail dans les bureaux. Je dis bien les actifs au travail dans les bureaux, toute catégorie d'entreprises, toute taille, tout secteur, y compris la fonction publique. Donc c'est un échantillonnage que nous avons renforcé entre l'enquête de 2011 et l'enquête de 2013, qui est un échantillonnage de 1200 salariés actifs au travail, dans la définition que j'ai donnée. Mais on nous a dit, tout ça c'est bien, mais c'est franco-français. Donc l'année dernière, on a monté une enquête de comparaison internationale avec à peu près les mêmes questions en Europe, avec l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne et la Suède. Objectif, comprendre ce que l'exception culturelle française donne par rapport à d'autres pays européens dont vous avez vu comment on a choisi, un de l'Europe du Sud, les Espagnols, nos amis avec lesquels on est toujours en rivalité qui sont les Allemands, des Hollandais parce que ce sont des marchands, les Anglais parce que c'est des libéraux, et les Suédois parce que c'est l'organisation de type négocié entre le fameux modèle scandinave. Si je reviens très rapidement, je rentrerai après dans les aspects problématiques, sur les résultats de l'enquête de 2013 sur la France. Elle dit une chose, la première, c'est que ce qui se développe, ce sont effectivement les open space. Entre 2011 et 2013, on a une réduction des bureaux individuels fermés, qui ont diminué de 7% alors qu'ils sont maintenant à 33%, et une augmentation des bureaux ouverts, les fameux open space, qui sont passés à 17% avec une augmentation de 3%. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a augmenté le plus, c'est ce qu'on appelle le desk sharing, c'est-à-dire les postes de travail partagés, qui sont passés de 9% à 11%. Et on va recommencer l'enquête en 2015, là, et on est à peu près sûr que cette dynamique, qui est une dynamique qui se déplace du bureau individuel fermé au bureau à 2-3 personnes, vers le bureau ouvert et vers le poste de travail partagé, va se continuer, parce qu'on la trouve partout. C'est la référence aujourd'hui en France et à l'international. Deuxième élément, toujours avec ce qui a été dit précédemment, c'est que parmi les choses importantes pour les salariés, on a en premier élément la relation avec les collègues. En deuxième élément, de très loin, 78% nous disent par la qualité de vie au travail, elle dépend d'abord de la relation avec les collègues. Ensuite, très loin derrière, c'est l'espace dont on dispose pour travailler, avec 48%. Ensuite, c'est la qualité de l'aménagement de vos bureaux. Ensuite, c'est l'absence de bruit.
Donc vous voyez que ce qui est tout à fait intéressant, on le verra avec les aménagements des espaces, c'est que c'est bien le collègue qui a un rôle principal en matière de qualité de vie au travail. Ensuite, on leur a posé la question qui était « Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous du point de vue du travail ?» Réponse, en premier rang, c'est l'intérêt de notre travail. C'est l'intérêt dans notre travail, avec 50% des réponses. Deuxième réponse, c'est la qualité de vie au travail, avec 45% des réponses. En troisième, c'est le niveau de rémunération, ce qui est quand même tout à fait intéressant, avec 33%, avec 41%. Et en quatrième, la localisation géographique des lieux de travail. Et là, on a posé la question qui était « Quels sont vos temps de trajet ?» Et donc, on a constaté que dans les temps de trajet, 30 trajets, donc il faut doubler pour avoir le temps réel. Temps de trajet, moins de 15 minutes, 34%. Entre 15 minutes et 30 minutes, 45%. De 1h à 1h30, 15%. Et au-dessus, 2%. Pour l'Île-de-France, c'est 1h à 1h30 qui l'emporte avec 36%. Donc vous vous rendez compte, 36% des salariés que l'on a interrogés disent qu'ils passent entre 1h et 1h30 dans les transports, que ce soit des transports en commun ou non, ce qui fait quand même entre 2 heures et 2h30 au total. On comprend assez bien pourquoi ils sont de temps en temps d'assez mauvaise humeur quand ils arrivent au travail et comment ils peuvent être de mauvaise humeur quand ils en partent. Autre question, qui est une question tout à fait intéressante, on leur a demandé, mais dans les acteurs qui, autour de ces questions-là, qui sont les acteurs importants? Réponse, les directions générales. Deuxième acteur, les CHSCT. Troisième acteur, les directions immobilières et les RH. Dernier, loin derrière, les syndicats. Et donc là, ça nous a beaucoup intéressés. Là encore, j'ai perdu l'endroit où j'avais les chiffres exacts, mais ça donne une idée de ce qu'est l'acteur syndical dans le fonctionnement des entreprises, sachant qu'ils sont présents à travers les CHSCT et uniquement dans les entreprises qui ont des CHSCT. Donc, de fait, dans les plus grands. Alors, ça vous donne le cadre. Si maintenant on passe à la problématique et à la compréhension des choses, si on reprend le problème du paradigme productif. Aujourd'hui, tout ce que vous avez expliqué, c'est très clair. On a un mouvement qui est un mouvement général qui vise à faire en sorte que les entreprises font la course pour augmenter leurs résultats économiques, c'est-à-dire leurs résultats financiers, au profit des apporteurs de capital, en l'occurrence les actionnaires si vous êtes cotés. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le renversement du jeu d'acteurs, alors que traditionnellement, le travail en France était plutôt un coût fixe, et la rémunération du capital était une variable, on est aujourd'hui dans une logique inverse. C'est la rémunération du capital qui tend à se stabiliser, et c'est le coût du travail qui est la variable d'adaptation. Et donc cela, c'est ce qu'on peut appeler la logique du capitalisme sauvage, qui a sa dynamique propre et dont on peut penser que la probabilité pour qu'elle disparaisse est faible. N'en déplaise à ceux qui sont le tenant de l'existence d'un contre-modèle construit sur l'économie sociale, dont les coopératives et autres mutuelles sont censées être les représentants, qui sont censés être, elles, les membres de cette économie sociale, par opposition aux premiers qui seraient, entre guillemets, des patrons voyous, dont on mettrait peut-être ou non la régie Renault, qui n'est plus une régie, mais par une position à ce type de patrons, puisque vous les évoquez ainsi, qui seraient des gens vertueux. La réalité est que les gens vertueux sont peut-être un peu plus vertueux, mais pas beaucoup, et qu'il peut exister dans l'économie capitaliste des gens qui peuvent être avec des constructions pas tout à fait celles que j'ai évoquées. Au milieu, et ce qui est tout à fait intéressant, et là j'y reviens, on voit un déplacement
qui se fait autour de tous les projets avec une variabilité relativement importante, mais l'axe central se déplace autour d'une problématique du bien-être au travail et de la qualité de vie au travail. Alors je dis bien, il se déplace en termes de référence. Ça ne veut pas dire que nécessairement ça atteint les résultats qui sont annoncés. Mais en termes de référence, c'est tout à fait net. Et on les voit aujourd'hui, puisque moi je travaille avec plein de gens à différents endroits, hein, on le voit très bien que c'est ça qui est finalement la préoccupation qui est en train de monter en puissance. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs qui aujourd'hui sont les plus porteurs de cette problématique sont les directeurs de projets immobiliers des grandes entreprises, très en avance sur leur direction générale, très en avance sur les directions des ressources humaines et bien entendu en avance sur les syndicats. On voit que dans l'ordre de freinage, si vous voulez, les plus moteurs sont les directeurs de l'immobilier. Après, commence à freiner sérieusement la hiérarchie, freine assez sérieusement donc la hiérarchie, les directions des ressources humaines et les syndicats. Et donc là, on voit bien pourquoi. Et oui, parce que vous avez un jeu qui est je parle du jeu classique, qui est un jeu non coopératif. Et l'exemple que vous avez donné sur Reims est l'exemple justement d'un jeu coopératif. Oui, sauf que les jeux coopératifs, ils existent plus ou moins en fonction des endroits. Et ce n'est pas le hasard si vous êtes Crédit Agricole Banque, qui d'une certaine manière, de ce point de vue-là, encore un vieux reste d'économie sociale. Donc, vous voyez, le problème, donc, c'est l'axe, c'est la qualité de vie au travail. Cet axe se déplace de la qualité de vie au travail vers quelque chose qui est en train d'apparaître de façon assez forte, qui est le problème de la créativité et de l'innovation. Donc on voit très très bien comment est en train de se faire un mouvement qui est en relation avec la qualité de vie au travail. On est passé des open space idiots aux open space intelligents. Alors les open space idiots, c'est la première génération des open space qui étaient des grands plateaux complètement impersonnels avec finalement l'équivalent de ce que l'on avait autrefois pour les poules de dactylo. Je ne sais pas si vous avez ces références-là, où vous aviez des grands plateaux, des gens sur leur poste qui étaient en train de faire leurs affaires, une contre-maîtresse devant mise sur une estrade, et tout ça, ça fonctionnait sur une logique que l'on connaît bien, qui était la logique taylorienne. Donc ces open space idiots, ils avaient comme caractéristique d'avoir cette morphologie et d'autre part d'avoir été déménagés dans les grandes banlieues pour les raisons que vous avez évoquées. C'est que le foncier était finalement beaucoup moins cher et que donc vous pouviez à budget équivalent faire des immeubles de bureaux qui étaient plus grands. Et par ailleurs, comme l'objectif était uniquement un objectif de type économique de baisser le coût de l'immobilier, à ce moment-là, vous aviez des densifications qui étaient extrêmement importantes, et donc la recherche était bien, on allait dans la grande banlieue, on entassait les gens, et on s'est étonné que les salariés n'étaient pas contents. Donc les salariés pas contents, il y avait ceux qui étaient dominés par le marché du travail, qui n'étaient pas contents et qui faisaient grève s'ils pouvaient le faire, qui ne faisaient rien, c'est-à-dire qui se désengageaient, ce qui était la solution la plus fréquente, ou qui s'en allaient pour ceux qui étaient en position de force sur le marché du travail. Et c'est parce qu'il y a eu cette expérience-là qu'avec les retours d'expérience, on a commencé à dire il va falloir repenser les espaces de travail, et je dis bien les espaces de travail, sur une base que vous avez évoquée, c'est-à-dire que l'open space est en train de devenir la référence, mais c'est un open space qui est fractionné en des ensembles et des sous-ensembles, et non plus ces grands plateaux. Ces open space étant des lieux qui posent problème, justement, du point de vue de l'acoustique, du point de vue des relations avec les collègues, et ainsi de suite, on a articulé ces open space autour d'autres espaces de travail, qui étaient ce qu'on appelle des espaces de confidentialité, pour pouvoir justement discuter, passer des coups de téléphone, et ainsi de suite.
et des espaces de réunion, qui étaient des espaces de réunion de proximité, non pas mis en réservation par les services intérieurs, mais en libre accès autour d'eux. Et donc ça, c'est ce qui a constitué le noyau de base de, justement, l'évolution de l'organisation du travail, quand on est passé de la logique purement économique à une logique un peu plus intelligente. Et puis on voit aujourd'hui, dans cet aspect de l'introduction de cette notion de créativité pour tous, et de la coopération pour tous, de la mutualisation pour tous, on voit que des lieux de travail qui étaient considérés comme des lieux de radio dans lesquels les radios couloirs fonctionnaient, vous savez, tous ces lieux où il y avait toutes les rumeurs qui circulaient, donc les cafétérias, les coins cafés, et ainsi de suite, sont réhabilités comme étant des lieux de travail. Et donc on voit comment des lieux qui sont non structurés en termes de logique de travail traditionnelle sont incorporés comme espaces de travail et au contraire deviennent privilégiés parce que ce sont des espaces de travail, de créativité et donc de possibilité d'innover, puisqu'on évolue dans la logique de paradigme vers cette façon de concevoir la façon de travailler. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, on a un nouveau déplacement qui est en train de se faire vers ce qu'en économie sociale on appelle les tiers-lieux et ce qui en économie standard on appelle les lieux de coworking. Je laisse de côté les Fab Labs, qui sont des lieux qui sont des lieux de fabrication. Du point de vue des bureaux, on a des lieux de coworking qui ont été inventés au départ pour faire en sorte que des gens qui ne se rencontreraient pas de façon traditionnelle puissent se rencontrer pour travailler ensemble de manière cool et décontractée avec des logiques de start-up ou des logiques justement de capacité à inventer des choses. Ensuite, ça a été utilisé et c'est en train d'être utilisé pour remédier aux méfaits du télétravail ou pour stabiliser. Méfaits du télétravail, c'est très clairement quand vous avez les gens qui sont réellement en télétravail, ils perdent leur appartenance à leur entreprise. Et donc, du coup, la socialisation à l'entreprise est une socialisation qui est faible. Donc, pour les ramener en socialisation dans l'entreprise, les tiers-lieux sont des lieux intermédiaires qui permettent justement de les socialiser à l'entreprise avec des collègues sur des espaces de l'entreprise. Et puis, ce qui est encore nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ces lieux de coworking sont réimplantés dans les espaces classiques de travail pour créer justement dans ces espaces des lieux créatifs où justement les uns et les autres vont pouvoir inventer des choses qui sont des choses nouvelles. Et on comprend pourquoi en accompagnement de ça, on a des postes de travail partagés. C'est-à-dire le desk sharing prend son sens dans la mesure où quand vous multipliez les lieux de travail des collaborateurs, à ce moment-là, le poste de travail n'a plus la spécificité qu'il avait avant, puisque le temps d'occupation des postes est un temps qui se réduit. Et là, de nouveau, on a le desk sharing idiot et le desk sharing intelligent. Le desk sharing idiot, entre guillemets, c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque le modèle Accenture, donc j'y reviens, hein, c'est le grand plateau où vous arrivez, vous prenez le A5 comme dans la bataille navale, là, et puis vous prenez votre poste. Alors que maintenant, et surtout dans la logique française, on voit que le desk sharing est fait par les équipes, au sein des équipes, qui justement s'organisent du point de vue sociologique pour pouvoir arriver justement à travailler ensemble en temps partagé, surtout quand vous avez justement des gens qui ne sont pas à temps plein. Donc vous avez réellement une dynamique qui est en train de se faire, et cette dynamique-là, qui est le grand mouvement, bien entendu, elle est appropriée de façon très variée selon les entreprises en fonction du point de vue des donneurs d'ordre, qui sont les directions générales. Là, on retombe sur des problèmes de philosophie de direction générale. Et on voit justement des discussions sur la conduite de projet, comment les conduites de projet qui marchent sont des conduites de projet coopératives entre les acteurs, avec justement des responsables de projet qui ont besoin d'être protégés quelque part
par leur direction générale au plus haut niveau, parce que sinon ils sont pris dans les contradictions de la conduite du projet. Ça demande du temps d'analyse. Ce n'est pas uniquement de l'argent. Là, on ne revient pas uniquement à des problèmes d'argent au sens investissement immobilier. Ce sont des problèmes d'analyse, et c'est pour ça qu'on a eu la faiblesse dans le numéro de la CFDT que vous avez évoqué, de dire que les projets immobiliers ne sont plus des projets immobiliers, ce ne sont pas des projets de RH, ce sont des projets de management, de changement, et ce sont des projets de management de changement complexes, avec toutes les dimensions que j'ai évoquées. Et donc, si on admet ça, alors, bien sûr, le projet tel qu'il est mené n'est pas mené de la même façon que dans les cadres que vous avez évoqués, surtout pour Renault. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que j'ai appelé la logique paradigmatique. Au regard de ça, vous avez les salariés. Et donc, les salariés, c'est tout à fait intéressant, parce que la construction sociétale française est quand même une construction assez particulière, qui ne va pas vous surprendre, que l'on appelle l'étrangeté culturelle française, où vous avez d'abord la liberté. La première chose que nous réclamons, c'est la liberté, ce qui veut dire qu'on a des rapports à la règle, et vous savez que la règle pour nous n'est qu'un repère, on ne s'y soumet absolument pas. Vous savez qu'on ne rend pas service, mais on n'est pas au service de, mais on rend service si on en a envie. Et j'ai un jour un directeur de service qui m'a expliqué qu'il voulait que je change le nom de son service en département parce qu'il n'était pas esclave, parce que service venait de servius et que ça voulait dire que le service informatique n'était pas l'esclave des autres. C'était tout à fait intéressant du point de vue compréhension de l'univers qu'il exprimait vraiment des réalités. Donc la liberté, deuxièmement l'égalité. Oui, effectivement, on est tous égaux, mais plus ou moins. Et donc, vous connaissez les grandes traditions hiérarchiques, on va y retrouver de la distinction que notre cher collègue Bourdieu évoquait dans tous ses travaux. Donc, on est égaux, mais plus ou moins, selon la ligne hiérarchique. La fraternité, vous connaissez le troisième élément du triptyque. Oui, mais on est fraternel quand la patrie est en danger. Donc, pour pouvoir avoir la fraternité, il faut déclarer la patrie en danger. Mais si vous n'avez pas la patrie en danger, vous n'avez aucune fraternité. Chacun pour soi, et les vaches seront bien gardées. Et d'autant plus que vous avez la logique de territorialité. La territorialité, c'est mon espace et mon territoire, et bien entendu, mon meilleur territoire, c'est mon bureau fermé, à moi seul. Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a une telle nostalgie pour les bureaux individuels fermés en France par comparaison avec ce qu'on a dans d'autres pays, comme par exemple la Suède ou surtout les Pays-Bas, parce que justement, les référents sociétaux, les référents culturels ne sont pas du tout les mêmes. Donc j'en suis à la territorialité, j'en suis, autre dimension, la patrimonialité, quelque chose que vous connaissez bien, qui sont les avantages acquis. Tout avantage que j'ai à un moment donné est un avantage qui est acquis au nom de la patrimonialité. Ça fait partie de mon patrimoine. Et donc, si à un moment donné, j'ai un bureau qui est un bureau fermé, alors c'est un avantage acquis, ce qui fait que quand vous aménagez des bureaux dans nouveaux styles, surtout ne donnez pas des bureaux individuels fermés, parce que vous ne pourrez jamais revenir sur les décisions que vous avez prises. Et enfin, c'est l'aversion au risque. Les Français ont une très grande aversion au risque, ils ont une très grande préférence pour la stabilité. Or, si l'on admet que tous les projets immobiliers sont bien des projets de changement, et plus ce sont des projets de changement de bureaux individuels fermés vers des bureaux ouverts ou avec des déménagements et ainsi de suite, en fait, vous créez de très profondes déstabilisations des collaborateurs, et donc on comprend que les collaborateurs fassent de la résistance au changement. Donc ça, c'est la référence sociétale française. Oui, mais voilà. Le problème, c'est que vous avez des renouvellements de génération. Et donc, depuis mai 68, vous avez fabriqué, ou on a fabriqué, une génération de 68ards qui a eu des enfants, qui eux-mêmes ont des enfants, qui nous permettent d'arriver à la fameuse génération Y
en attendant la génération Z qui est en train d'arriver au biberon. Enfin, ils sont en train de grandir dans les établissements scolaires des collèges. Oui, ils arrivent au lycée, mais ils sont bien dans les collèges. Et donc, la génération Y, vous avez quelque chose... Vous connaissez le bouquin de Michel Serres, Petite Poussette? Et il n'est pas gros, il est facile à lire, il est génial. Donc, en fait, ce que dit Michel Serres et les autres, c'est que la génération Y, sa caractéristique principale, ce n'est pas qu'elle est tombée dans la marmite du Web 2. C'est que, d'abord, ils revendiquent une liberté de faire et une liberté de penser. Donc, ils ont une faible socialisation à l'autorité. Vous voyez comment ça vient questionner la construction sociétale française de l'autorité. Ils ont une faible socialisation à l'autorité. Ils ont une très forte susceptibilité. Donc, ils supportent mal les résistances. Quand vous résistez, ils ne sont pas contents. Et ils le supportent très mal. Ils manquent de repères. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, ils ont une très forte recherche d'identité, dont des identités au travail. Et donc, d'où le problème de la fabrication de repères dans les lieux de travail pour que les gens s'y retrouvent. Ils ont une très grande fragilité. Vous connaissez les smileys? Pas les smileys, le regard de l'autre. Les selfies, voilà. Les selfies, en fait, c'est la révélation que le regard de l'autre devient tout à fait déterminant pour mon propre regard que j'ai sur moi-même. Et donc, du coup, vous créez une fragilité dans la relation à l'autre qui est extrêmement importante. Vous avez une forte demande de reconnaissance et de respect, une aspiration à l'hédonisme, c'est une génération du fun. Vous avez une aspiration à réussir sa vie. On est passé du work-life balance au work-life harmony, c'est-à-dire les générations veulent réussir leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont plus centrées sur le professionnel et le travail, mais ils sont centrés sur une globalité, ils sont donc hédonistes, ils sont pour le fun et ils veulent tout réussir. En particulier, vous, mesdames, qui sont des superwoman, comme on le sait. Ce sont des champions du zapping, et ils zappent, ils ont été socialisés au zapping, et donc ils zappent aussi sur les lieux de travail, ce qui veut dire que ce sont des gens qui sont un peu ennuyeux pour les employeurs, parce que quand l'espace de travail ne leur convient pas, quand la façon dont ils sont managés ne leur convient pas, ils sont capables de partir du jour au lendemain. Alors, si c'est des gens dont vous voulez vous séparer, ce n'est pas grave, mais comme le problème de toutes les entreprises performantes, c'est d'avoir des salariés performants, donc des gens d'excellence, en fait, elles se battent tous pour avoir ces types de salariés. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, d'en fait, c'est le vrai moteur, si on veut comprendre quel est le moteur de l'open space intelligent de nouvelle génération, le moteur de ces projets justement plus participatifs pour réussir, c'est pour attirer et retenir les meilleurs. Pas les autres, les meilleurs. Et les autres, c'est pour faire en sorte qu'ils acceptent de travailler de façon convenable, c'est-à-dire qu'ils acceptent de s'impliquer. C'est tout. C'est tout à fait essentiel. Et puis, il y a un dernier élément qui est, on est aujourd'hui, au-delà de la génération Y, dans une logique plus générale dite de post-modernité, c'est-à-dire c'est cette logique-là où tous les repères anciens sont considérés, les repères stables anciens, qui font normes, qui en principe s'appliquent aux uns et aux autres, sautent. Et donc, on a un passage de la construction des normes et des standards du global vers à la base, hein, à la diversité. On a une logique inverse. C'est que le post-moderne demande que c'est la combinaison des envies et des revendications de chacun diversifié qui va remonter pour fabriquer, oui ou non, des normes. Et donc, du coup, vous voyez comment cette logique-là construit à déstabiliser la relation entre les espaces de travail, les salariés et leur hiérarchie. À partir du moment où vous avez vu que les salariés disent que ce qui est important dans un espace de travail, c'est la relation aux autres, il est bien évident que plus vous avez des espaces ouverts,
Et plus vous avez des espaces dans lesquels vous demandez aux collaborateurs d'être à la fois en coopération et en mutualisation des savoirs, des connaissances et des compétences, alors il y a besoin de définir des règles de vivre ensemble. Et ces règles de vivre ensemble sont d'autant plus difficiles à définir que vous avez des collaborateurs qui sont variés en origine, qui sont variés ethniques, qui sont variés en genre et qui sont variés en âge. Et donc, ce qui est tout à fait passionnant, c'est quand vous questionnez les uns et les autres, ils disent, mais chacun est mal élevé pour l'autre. Mais ils sont mal élevés, mais quand vous faites le tour, chacun est mal élevé pour l'autre. Donc ça veut dire que tout le monde est mal élevé. Ce qui veut dire simplement, c'est qu'il n'y a pas d'accord sur la norme ou l'ensemble des normes qui fait qu'on va vivre ensemble dans des espaces ouverts. Donc ça, c'est la première chose. On a donc ensuite une demande accrue de bien-être. On a une demande accrue de respect des singularités individuelles et collectives, une hétérogénéité croissante des manières d'être et des espaces à l'autre, d'où la nécessité absolue de définir des règles de vivre ensemble dans des open space. Alors là où les choses se compliquent, c'est que plus vous rentrez dans une compréhension de l'être humain singulier, plus vous voyez qu'il est singulier. Et donc, en particulier, quand on travaille en anthropologie, cette fois-ci, on n'est même plus en sociologie, et à la limite de l'éthologie, l'éthologie, c'est le comportement animal dans les relations aux uns, on est obligé de regarder les rapports à l'espace. On constate que les rapports à l'espace en fonction des sens ne sont pas du tout les mêmes. Le rapport à l'espace à travers l'ouïe n'est pas le même que le rapport à l'espace à travers la vue, n'est pas le même qu'à travers l'odorat, n'est pas le même à travers les sens, la peau. Et que donc, c'est variable selon les personnes, et c'est là que je fais la proposition inverse, c'est que les espaces sont d'abord anthropologiques et ensuite à caractère physique. Et en plus, ce qui complique les choses, c'est qu'on évoque beaucoup la surface autour d'un poste de travail. Combien il faut? 10 mètres carrés ou 9 mètres carrés minimum. En fait, la surface autour d'un poste de travail est très subjective. C'est ce qu'on appelle la distance d'alerte. Si vous avez un ennemi qui se rapproche de vous, la distance d'alerte est grande. Si vous avez un ami ou une amie qui se rapproche de vous, la distance d'alerte se réduit. Question, est-ce que vous allez fabriquer vos espaces de travail en fonction de la distance d'alerte de vos salariés, selon que les membres de l'équipe présentes ou lointaines soient amis ou ennemis? Voilà. Donc vous voyez pourquoi je dis que c'est réellement compliqué de passer de systèmes standards à des systèmes qui soient très proches des individus. Et du coup, au milieu, vous voyez qu'il y a un problème majeur qui est la hiérarchie. Et dans la hiérarchie, le problème majeur est la hiérarchie intermédiaire, et dans la hiérarchie intermédiaire, c'est celle de premier niveau. En fait, ce qui est en train de se passer dans cette double dynamique paradigmatique et la dynamique de l'évolution sociétale, c'est une remise en cause complète de ce sont les bases de la hiérarchie française, à la fois dans ses représentations symboliques, ses représentations sociales et dans ses compétences. Du point de vue des représentations symboliques, on revient donc à « nous sommes égaux mais plus ou moins », on voit bien que la lutte pour garder un bureau fermé est une lutte qui est complètement liée à cette logique-là, sous couvert en réalité de confidentialité. Mais c'est des faux prétextes. Le vrai prétexte réel, c'est le maintien symbolique de ma distance par rapport aux autres. Problème, c'est que justement l'évolution de l'organisation du travail est une évolution qui conduit à réendogénéiser, à réintégrer les responsables hiérarchiques au sein de leurs équipes, parce que justement, on veut que les équipes fonctionnent sur des bases beaucoup plus horizontales, beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de mutualisation. On veut que les équipes diversifiées trouvent des solutions de vivre et de travailler ensemble relativement harmonieuses pour des raisons d'efficacité.
Là, on est vraiment sur des problèmes d'efficacité. Et donc, du coup, le manager est positionné de façon complètement différente. Le manager est dans ses équipes. Le manager, en fait, passe du manager traditionnel à la notion de coach. Et donc, à ce moment-là, moi, ce que j'essaye de faire comprendre à mes interlocuteurs, chefs de projet et leurs donneurs d'ordre au-dessus, c'est qu'en France, on ne peut pas contourner la symbolique de la différenciation hiérarchique. Et donc, du coup, vous avez un espace de créativité nouveau qui est comment inventer des signes, je dis bien des signes, qui vont permettre aux uns et aux autres de se distinguer et qui, en même temps, ne seront pas contradictoires avec le fait qu'ils seront de plus en plus dans des open space avec leurs équipes et qu'ils perdront justement les attributs traditionnels qui font leur différence. Et donc là, ça touche là, toute la ligne hiérarchique. Et donc une manière de l'affaiblir, c'est justement donc d'inventer des signes pour les managers de base, et c'est en même temps d'inventer des signes pour les managers de haut niveau. Et là, on voit bien qu'il y a des discussions tout à fait intéressantes. C'est que quand on fait une analyse, entre guillemets, des chefs de service, on s'aperçoit qu'ils sont très peu présents dans leur bureau, encore moins que les autres, parce qu'ils ont des réunions à l'intérieur, à l'extérieur et partout. Et donc la négociation est une négociation qui consiste à dire, quand vous n'êtes pas là, on va vous donner un bureau grand, parce que votre bureau va servir de salle de réunion. Et donc, symboliquement, ça veut dire que leur bureau n'est plus leur territoire. C'est leur territoire, mais ce n'est plus leur territoire tout en étant leur territoire. Et donc là, vous voyez arriver une mission nouvelle, tout à fait intéressante, des secrétaires ou des assistantes qui vont avoir comme rôle de gérer l'accès au bureau des managers en relation avec justement ce qui est permis, pas permis, acquis. Et donc, on voit comment, justement, on peut arriver à contourner, et c'est de la créativité, hein, à contourner ce qui est un fonctionnement normal en inventant des choses, tant les détruire complètement. Voilà. J'ai été un peu long, vous m'excusez, mais c'est la complexité du sujet. La complexité du sujet, l'interaction. Les trois témoignages, si je peux, les deux témoignages et l'analyse de Alain Diribarne convergent sur un premier constat relativement, j'allais dire, optimiste ou positif. Le passé de l'open space brutal, les mécaniques de déménagement non négociés sont plutôt derrière nous. Et les open space, on a un nouveau concept, hein, les open space, le desk-sharing, idiot ou intelligent. On est quand même dans une période où le plus dur est derrière nous, comme s'il y avait eu une enfance. Et non, parce que l'enquête Actineo montre que, alors que quand on discute justement avec les responsables des projets immobiliers, effectivement, ils font des efforts pour avoir des projets intelligents. Les collaborateurs sont plus mécontents qu'avant. Oui, c'est un deuxième point de votre importance, c'est qu'effectivement, vous dites bien, aujourd'hui, cette modernité de ce paradigme d'efficacité, hein, sur la manière de travailler ensemble, connaît notamment un champion, un héros, un porte-drapeau, qui est le directeur immobilier. Oui. Ce qui n'est pas forcément immédiatement intuitif pour tout le monde. Enfin, je vous pose la question. Et avec différentes strates de freins que vous avez situées, avec à la fin, freins à la fois réels et un peu faibles, peut-être, les organisations syndicales. Un paradigme d'évolution, une culture qui évolue, et quelque part, une culture, une dynamique sociétale. Une dynamique sociétale. C'est une dynamique sociétale, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait, qui s'incarne notamment dans la génération Y, et une culture, pour le coup, nationale, française, qui est plutôt en résistance, qui est plutôt en frein, en contre-tendance. Hein, qui débouche sur ce que vous avez, ce avec quoi vous avez conclu, qui débouche sur un vrai enjeu du côté de l'évolution de la fonction managériale et de la capacité à faire vivre la ligne hiérarchique
en réinventant des signes d'une distinction, en réinventant des modalités, je dirais, d'identification, des inégalités justes, sur des signes qui se sont longtemps incarnés dans l'espace territorial, patrimonial, spatial du bureau fermé, qui aujourd'hui se bricolent autour du bureau ouvert ou du bureau de temps en temps disponible ou du bureau pas vraiment fermé ou pas tout à fait bureau mais quand même, avec une tendance derrière, le paradigme économique, des espaces de bureau qui sont aujourd'hui pratiquement distribués en moitié-moitié entre les espaces dédiés aux postes de travail individuels. Vous vous rendez compte et les espaces collectifs. La déstabilisation que ça représente pour le cadre traditionnel de ne plus savoir où est son collaborateur. Et que de savoir, semble-t-il, que son collaborateur est à la cafette ou dans un espace de convivialité avec 3 copains et qui bossent et qui travaillent réellement. Ils travaillent dans des conditions vautrées sur des fauteuils et avec un bon café. Ce n'est pas des façons de travailler. Or, les nouvelles générations qui arrivent travaillent comme ça. Nous, on a travaillé avec la radio à côté. Après, il y a la génération qui avait travaillé avec la télé et leur ordinateur. Maintenant, ils sont avec la télé, l'ordinateur, le smartphone et tout ce que vous voulez. Et donc, ils importent sur les lieux de travail, justement, ces façons d'être. Et ceci, pour travailler, c'est profondément déstabilisant pour les générations qui sont les générations antérieures. Et les espaces accompagnent plutôt bien cette justement, évolution. c'est en cela que vous avez un problème du rapport entre la conception des espaces et la définition du paradigme de l'organisation du travail et la définition des types de salariés que vous avez. C'est que si vous avancez justement sur les open space intelligents et que vous travaillez avec des jeunes qui sont justement des jeunes plus créatifs, c'est la hiérarchie qui ne suit pas. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que les syndicats suivent aussi. Mais ça, c'est pour le plaisir de la discussion tout à l'heure. C'est pour vérifier que personne ne dort dans la salle.